Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Aujourd'hui, nous parlons de cette situation qui passe quand même un peu sous silence. C'est la situation de l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo. Sans le savoir, peut-être que vous l'ignorez, mais c'est la deuxième épidémie, c'est la deuxième fois que cette épidémie fasse autant de morts et que ça en passe de devenir l'épidémie d'Ebola la plus longue ici en République démocratique du Congo, mais essentiellement ça touche l'est du pays, notamment Butembo, Beni et toute cette partie. Donc nous en parlons, nous voulons rompre avec ce silence, interpeller les gens, leur dire que l'épidémie existe, il faut en parler et qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à y mettre un terme. Nous aborderons également quelques questions d'actualité de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir M. Albert Mboleka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. On se dit, mais il est plus politique. Hein? Vous êtes dans le think tank. La think tank, oui. Think tank, rappelez-nous en quoi consiste... Congo Renaissance Projet, qui est donc un think tank, un cadre de réflexion qui cherche des solutions et propose des solutions à tous les problèmes de la société congolaise. Et comme vous venez de le dire dans votre introduction, pour le moment, notre préoccupation, c'est la crise d'Ebola dans notre pays, surtout à l'est du pays. Et je le disais au début de cette émission, ça passe sous silence. Même les autorités n'en parlent pas, très peu. Juste peut-être quand le ministre intervient pour donner les statistiques quant au nombre de morts, quant à ceux qui ayant peut-être contracté encore cette maladie, mais également quand il y a des attaques des centres d'Ebola, des centres de traitement d'Ebola dans cette partie du pays. Comment expliquez-vous cela? Mais écoutez, tout d'abord, bon, je féliciterai le ministre Ilunga pour tous les efforts qu'il consent, non seulement pour pouvoir encadrer ce fléau avec les maigres moyens à sa disposition, mais pour essayer de faire comprendre aux gouvernants l'importance de ce problème. Vous savez, la société congolaise semble beaucoup plus préoccupée par les activités politiques, par la musique, par les loisirs, mais nous avons en face... Rendre hommage des deuils, des gens qui sont morts. Mais nous avons affaire à un fléau qui menace l'existence même de la nation, puisque c'est un fléau qui se propage quand même rapidement, qui tue, c'est-à-dire on n'a pas encore des soins, on n'a pas encore un médicament anti-Ebola. Mais il y a des vaccins quand même. Il y a des vaccins, ce qui demande encore une fois une politique réfléchie, une politique solide, bien encadrée, pour d'abord arrêter ce fléau une fois pour toutes, et puis faire en sorte à travers l'éducation des masses qu'on n'ait plus à faire face à ce fléau, puisque c'est quand même, je pense, la 5e fois que nous faisons face à ce fléau sur notre territoire. Mais il faut encore dire, mais pourquoi une telle résistance? On a vu, il y a eu d'autres épidémies d'Ebola dans certaines parties de la République. On s'en est plutôt bien sorti précédemment par rapport à cette épidémie. Pourquoi une telle résistance cette fois-ci? Votre question est très importante. Vous savez, le problème justement, c'est que notre simple négligence peut créer ce genre de situation qu'on peut qualifier d'apocalyptique. Et je pense que par responsabilité, nous devons vraiment consacrer toutes nos énergies à juguler ce fléau maintenant, imaginez que ce fléau se localise actuellement dans une partie du pays où l'instabilité perdure, où les groupes armés restent actifs et qu'à tout moment il peut y avoir des affrontements qui créent ces mouvements massifs de la population, y compris dans cette population des gens porteurs de ce virus. Est-ce que vous ne pensez pas que l'actuel, je ne veux pas trop pointer du doigt quand même, c'est l'actuel gouvernement lui-même ne dramatise pas trop la situation d'Ebola? Il semble peut-être un peu minimiser cette situation et d'où ne donnant pas assez des moyens, par exemple au ministre de la Santé, pour essayer de faire face à ça.
Je crois que, je pense, et j'espère, le gouvernement fait ce qu'il peut. Ça, c'est ce que nous estimons pouvoir exiger. Mais peut-être, sûrement, le gouvernement n'en fait pas assez. Et le gouvernement ne peut pas non plus tout faire. Je pense qu'il est nécessaire, urgent, obligatoire, de se diriger vers un genre de table ronde nationale ou internationale, mais moi j'insisterai beaucoup plus sur une table ronde nationale à travers laquelle les Congolais de différents secteurs, mais surtout les personnes qui ont certaines zones d'influence, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient la société civile, qu'ils soient artistes, sportifs, se réunir, réfléchir sur cette maladie. Peut-être c'est ça qui manque au ministre de la Santé, et essayer de faire réunir des gens. C'est ça aussi l'une des stratégies, associer des gens qui ont de l'influence pour faire dire aux gens qu'effectivement Ebola existe et que ça n'a rien d'un complot. Puis c'est malheureux de constater qu'on a l'impression que les pays où l'Ebola n'existe pas se sentent beaucoup plus mobilisés pour combattre Ebola que nous qui en sommes victimes, et notre population qui est sous cette menace. Encore une fois, il ne faut pas négliger le potentiel de destruction de ce virus, de cette maladie. On ne peut pas négliger, mais qui doit donner l'impulsion d'une telle table ronde? C'est vous, la société civile, think tank, vous, les mouvements citoyens, ou ça doit être le chef de l'État qui doit prendre la mesure de la chose et essayer de donner l'impulsion et convoquer cette table ronde? Moi, je dirais que ça doit être une initiative d'abord. Elle peut être tout à fait citoyenne, telle que nous parlons, vous et moi, vous nous donnez cette opportunité d'en parler, dont je prends l'opportunité de lancer cet appel à tous les différents acteurs des différents secteurs que je viens de mentionner. Nous allons les contacter personnellement, mais il existe aussi au niveau des Nations Unies et de la MONUSCO, cette idée a déjà germé, et je pense que dans les jours à venir, il sera mis sur la place publique une proposition beaucoup plus précise en ce qui concerne cette fameuse table ronde que nous devons absolument tenir. Le silence, pas l'OMS un peu qui reste assez silencieuse par rapport à cette épidémie, cette énième épidémie, qui estime que peut-être qu'il y a pas lieu de s'alarmer, vous comprendrez cela quand même aussi. Il est certes associé, mais il dit que, par exemple, il ne faut pas dramatiser. Vous savez, le discours de ne pas dramatiser, je crois que c'est un discours qui est démobilisateur. Et nous, Congolais, qui sommes en fait les victimes du fléau, nous devons dramatiser ce qui se passe. Nous devons absolument être conscients qu'il y va de la vie de la population. Vous savez, on parlait tout à l'heure des théories, de plusieurs théories concernant ce genre de choses. Mais n'oublions pas non plus, si aujourd'hui vous devez réfléchir, étudier, voir comment les premiers occupants du territoire qui constitue aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, comment ils ont disparu? C'était à travers des maladies qui aujourd'hui sont maîtrisées, telles que la petite vérole, la varicelle, tout ça, mais qui à l'époque ont décimé toute une population qui aujourd'hui n'existe presque plus. Donc, c'est pas parce que l'OMS n'a pas tendance vraiment à amplifier la situation que la maladie n'existe pas, elle existe bel et bien. Et elle est vraiment à la porte des différentes provinces de la République démocratique du Congo et surtout des pays environnants également. Exactement. Donc, dans ce sens-là, on va essayer, on reste un peu dans ça, mais comment expliquer ces attaques répétées? Pourquoi? Ça se demandait, mais pourquoi les Maï-Maï, pourquoi les groupes rebelles s'attaqueraient-ils au centre de traitement d'Ebola? Pour quelle finalité? En fait, madame, poser la question, c'est y répondre. Parce que les groupes armés, d'habitude, leur cible, ce n'est pas des centres de santé ou des centres d'hospitalisation, surtout des centres où on traite des maladies qui peuvent les contaminer eux-mêmes aussi.
Il y a aussi ce danger. Donc ces attaques, pour moi, répondent à un objectif bien précis, qui est de faire propager cette maladie encore d'une manière plus incontrôlée. D'où cette théorie d'extermination de la population congolaise. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça passe, une telle théorie, vraiment? Ça se demande. Chez moi, franchement, ça ne passe pas. Mais encore une fois, il y a eu des cas dans l'histoire où, vous savez, lorsque vous êtes encore vivant, vous faites encore partie de la génération qui vit, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y ait quelque part des gens qui concoctent l'extermination de votre population. Vous savez, même les populations juives dans les années 20, 30, la plupart ne pouvaient pas soupçonner que des personnes pouvaient concocter leur extermination. Non, mais je crois que le principal, ce n'est pas de se lancer dans des théories, hein, ou se laisser distraire par des théories, mais comprendre que c'est notre problème et que nous devons absolument y consacrer toute l'énergie nécessaire pour trouver une solution, parce que ça peut avoir une conséquence majeure et dévastatrice sur notre population. Et on peut déjà prendre le devant sur la lutte contre Ebola et commencer à sensibiliser pas seulement la partie Est qui est touchée, mais également sensibiliser les autres parties du pays dans des règles d'hygiène assez élémentaires, justement pour se mettre à l'abri d'une telle propagation. Et ça, c'est vraiment pas ce qui est fait. Donc, quand ça concerne Butembo, Beni, on se dit, ben oui, c'est vraiment à eux de faire ça, quoi. Nous, là, on est spectateurs. Et c'est ça qui est... Ce qui est paradoxal et un peu dommage, c'est que c'est le genre de situation que lorsque vous êtes à l'étranger, vous vous rendez compte, on en parle même plus que chez nous. Que les scientifiques en parlent beaucoup, tandis que chez nous, on a l'impression que c'est juste un sujet d'actualité qui n'est pas aussi important que le conflit, la Moukakash ou Fayulu Fachi, hein, que Ebola est vraiment relégué presque en dernière page. Les sources de priorité, les sources de priorité sont complètement, ne sont pas indiquées pour moi en ce moment. D'où la problématique du changement, si ça a été vraiment réel. Exactement. On peut se demander, est-ce que le changement, c'est juste quand on change de président, ou c'est quand on arrive à définir le bien fondé d'une priorité par rapport à une autre aussi? Vous savez, la problématique du changement, c'est que le changement commence d'abord par soi-même, donc par l'individu. Si en tant qu'individu, vous ne changez pas, vous pouvez seulement vous accommoder d'un discours du changement. Donc le changement commence d'abord au niveau de l'individu, puis au niveau d'un ensemble, hein, qui vit sous l'influence de cet individu. Et alors, vous pouvez prétendre imprimer un changement sur toute une société. Alors voilà, on a parlé d'Ebola, on a parlé de ses implications par rapport à la société congolaise, par rapport à la population congolaise, mais le regard quand même des politiques congolais par rapport à cette épidémie, mais on va parler quand même de la réelle politique, on peut dire. Alors là, c'est pas quelqu'un de think tank qui est en face de moi, mais c'est un ancien directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi, avec un peu de recul. Quand vous êtes ici, nous sommes sur Willery, et vous jetez un regard sur l'IMT. Qu'est-ce que vous y voyez présentement? Bon, j'ai appelé ça le piège d'Étienne Tshisekedi, de feu Étienne Tshisekedi. Quand je parle de piège, je veux parler des deux statuts de l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi a des statuts qui ont été votés au Congrès de décembre 2010. Mais l'UDPS Tshisekedi a encore d'autres statuts de janvier 2013, donc des statuts qui ont été signés par feu Étienne Tshisekedi, mais des statuts qui n'ont pas été approuvés dans un congrès. Ok.
Mais c'est en vertu de ces statuts-là que toutes les structures actuelles et les animateurs de ces structures ont été nommés. Alors, selon les dispositions des statuts votés au Congrès, l'article 27 définit le cadre de l'intérim du poste de président du parti et l'intérim était dévolu au secrétaire général, mais pendant 30 jours en dehors desquels un congrès doit être convoqué pour élire le président du parti. C'est ainsi que dans ces statuts, vous verrez nulle part le titre de président intérimaire. Dans les deuxièmes statuts de 2013 que j'appelle le statut des trois Bruno, parce qu'il était concocté par Bruno Tshibala, Mavungu et Bruno Tumba, à l'article 26, l'intérim est confié à un directoire composé du président de la Convention démocratique, le secrétaire général et le président de la commission électorale du parti. Toujours pour une durée de 30 jours, en dehors desquels un congrès doit être convoqué pour élire le président du parti. Et ce que j'observe à Limété, c'est qu'il y a un conflit entre maintenant les tenants du respect des statuts et les tenants du respect de l'état de fait. Et je crois que le président du parti étant toujours Félix-Antoine Tshisekedi, je pense qu'il était induit en erreur en signant un mandat qui désignait le secrétaire général comme intérimaire jusqu'à la fin de son indisponibilité. 5 ans. Ce n'est pas conforme au statut, je crois qu'il était induit en erreur. Mon conseil serait tout d'abord, bien sûr, de régler ce conflit Mais vous avez parlé d'un piège de Tshisekedi. Pourquoi ce piège? C'était quoi l'intérêt de ce piège? Mais quand je dis le piège, c'est pas d'une manière négative, mais c'est dans le sens que, bon, il a laissé une situation à l'UDPS et il appartient maintenant aux enfants qui sont là, qui ont la charge du parti, de pouvoir discerner quelle est la bonne direction à prendre. Puisqu'on parlait des théories tout au début de cette émission, il y a des théories également, différentes théories qui s'avancent par rapport à cette situation au niveau de l'UDPS. D'autres estiment que les deux camps qui s'affrontent sont ceux qui veulent maintenir l'UDPS sous les gérants de la famille Tshisekedi et d'autres qui veulent en éloigner. Oui, bon, ça, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. C'est un débat qui a existé depuis des années. Certains estimaient que, bon, le parti ne peut pas être un parti familial ou appartenant à la famille. Et d'autres disaient non, effectivement, le parti doit quand même rester le bien de la famille. Et surtout que c'est souvent ceux qui restent. Quand tu portes le nom de Tshisekedi, tu as automatiquement ou de facto une certaine légitimité dans l'UDPS, c'est ça? Oui, mais pas seulement le nom de Tshisekedi. Vous avez l'UDPS Kibasa, lorsque vous appelez mais Kibasa... Mais ça n'a pas fait long feu quand même, on dit. Non, je veux dire que ce sont des réalités. L'UDPS Kibasa existe et les enfants Kibasa, ils sont d'office acceptés. Mais ils n'avaient pas la même légitimité que ceux qui sont restés dans l'UDPS Tshisekedi. C'est comme si le Sphinx, sous ce nom de Tshisekedi, conférait une certaine légitimité. Conférait une certaine légitimité au sein de l'UDPS Tshisekedi. Bien sûr, comme le nom Kibasa confère une légitimité au sein de l'UDPS Kibasa. Mais bien sûr, au cours de l'histoire plus récemment, Etienne Tshisekedi avait acquis une dimension au niveau de toute la société congolaise qui était incomparable. Je crois que personne ne pouvait être comparé à Etienne Tshisekedi dans le sens de ce qu'on a appelé le charisme d'Etienne Tshisekedi, la notoriété de ses hauts faits d'armes. C'était un cas unique. Et je crois que c'est là aussi qu'il existe un autre piège.
c'est qu'il faut bien comprendre que Étienne Tshisekedi était un cas unique et que maintenant... Qu'on ne peut pas retrouver chez le fils. Et que maintenant, un cas unique, un fils et un père... Qui n'a pas été transféré vers le fils, non? Bon, vous savez, le transfert de manteau comme il est entre Élie et Élisée, c'est des choses rares. Mais je dis que Étienne Tshisekedi, ça a été un cas unique. Et la principale leçon que nous devons tirer de ses enseignements et de sa vie, c'est que chacun doit pouvoir écrire son propre destin. À sa façon. À sa façon. Mais certaines théories continuent à dire que c'était prévisible. Quand même, après la mort de Sphinx, on n'a fait que retarder cet éclatement. Est-ce qu'allons-nous vers une autre scission? Bon, c'était quand même prévisible parce que tout était bâti, construit autour de Sphinx. Comme il n'est plus là, voilà, c'était prévisible. C'est-à-dire que il y a eu, je pense, une erreur commise par la plupart des cadres de l'UDPS qui, lorsque l'existence de ces deuxièmes statuts a été connue, les cadres ne se sont pas soulevés pour ramener le président Tshisekedi à la raison. Il y avait très peu, nous étions très peu de cas, je pense que nous étions 3 ou 4 qui ont essayé de le ramener à la raison. Qui pouvait dire non à Tshisekedi, qui osait... Tshisekedi acceptait la contestation des gens que lui-même respectait. Il fallait d'abord gagner son respect. Il fallait d'abord gagner son respect pour pouvoir contester ce qu'il faisait. Donc ce qu'il faut faire, les deux parties doivent essayer de se retrouver, se mettre ensemble et trouver encore ou respecter les deux ou l'un des deux statuts, l'un des deux statuts. Oui, parce que vous voyez, le problème fondamental, c'est quoi? C'est que l'UDPS a toujours tenu le discours de l'état de droit et de la démocratie. L'état de droit, ça veut dire le respect des lois. Et la première chose à faire, c'est respecter vos propres lois. Sinon, vous perdez toute crédibilité en prétendant éduquer les Congolais ou leur amener une société où prévaut l'état de droit. Est-ce que l'alliance Félix Tshisekedi, Kabila ou UDPS, FCC y est pour quelque chose dans ce qui se passe actuellement ici? Je crois qu'il est évident que le fait de cette coalition politique dans laquelle certains cadres de l'UDPS tels que l'ancien secrétaire général ou le président intérimaire actuel, selon son statut réel. L'ancien secrétaire général, c'est celui qui est à la commission électorale, Jacquemain Chabani? Non, je parle de Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun, qui a pris une part active quand même à la constitution de cette coalition. Et dans des cas pareils, on n'aime pas trop bouger certaines fondations. Donc ça y est pour quelque chose. Ça peut être lié aussi, probablement. Ok, on parle du Sphinx. Il aurait accepté une telle alliance? Non. Non. L'alliance UDPS FCC raconte pourquoi il aurait... Non, écoutez, il y avait une incompatibilité totale entre le Sphinx et Joseph Kabila et sa famille politique. Je dis incompatibilité. Vous savez, Joseph Kabila a souhaité rencontrer Étienne Tshisekedi en 2011. Le 1er avril, mon défunt grand frère Koya Diallo m'avait contacté à ce sujet et la réponse de Tshisekedi n'avait pas été non, mais on en reparlera, mais à condition qu'on nous permette d'organiser notre meeting d'anniversaire au stade Tata Raphaël. Nous avons obtenu ces autorisations, tout s'est bien passé, mais après on n'en a plus parlé. Il n'y a jamais eu d'autorisation. Le meeting a eu lieu. Le meeting a eu lieu, mais après, on n'a plus parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Il se ravisait, il a fait un rétropédalage? Il fallait simplement comprendre que
c'est pour Étienne Tshisekedi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, il faut d'abord gagner son respect. Hein, il faut d'abord gagner son respect. Et vous savez, nous étions parmi les personnes qui pensaient qu'il était quand même indiqué qu'il y ait, ne fût-ce qu'une rencontre symbolique, que les deux acteurs principaux de la vie politique du Congo à l'époque puissent se rencontrer, et ne fût-ce que parler un peu, mais personnellement, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'est quelque chose qui ne se ferait pas. Donc l'Office a peut-être tiré les leçons des quelques erreurs du père et a décidé de marcher à contre-courant du père. Je ne dirais pas à contre-courant du père, mais je pense que le fils a sa propre personnalité politique, sa propre vision politique, et qu'il n'a pas fait comme le père. Et à mon avis, bon, il a eu raison. On ne doit pas le lui reprocher, parce que certains sont là à dire son père n'aurait pas fait ça, lui il fait ça. On a toujours tendance à comparer le père du fils et du coup on a tendance à oublier que le fils également existe. Voilà, il a ses propres preuves à faire, ses propres épreuves à passer et c'est un peu ça aussi la difficulté. Moi, il faut voir aussi que Étienne Tshisekedi était toujours conscient de la puissance, du pouvoir, de l'argent qui était aux mains des tenants du pouvoir. Il expérimentait ça sous le maréchal Mobutu, et il voyait aussi sous Joseph Kabila cette menace qui consisterait à commencer à acheter ou à corrompre certains cadres de l'UDPS une fois que lui ouvrirait la porte à ce genre de contact. Mais finalement, vous voyez, en 2015, il avait quand même ouvert la porte, ne fût-ce aux principaux collaborateurs de Joseph Kabila, qui ont eu l'occasion de le rencontrer. Et surtout qu'il y a eu après Ibiza, Venise, et c'est là où on dit que vers la fin, le 5, ça a commencé quand même à se raviser. C'est peut-être lui qui a tendu cette brèche au fils en ouvrant des négociations avec Kabila quand même. Bon, il était déjà affaibli aussi tant au niveau santé qu'au niveau, je dirais, d'amour encore pour la politique. On va très bientôt terminer. Quel avenir pour l'UDPS et quelle chance accordez-vous à Félix? L'avenir pour l'UDPS, vous savez, l'UDPS, je crois, au courant de son existence, a quand même montré sa capacité à survivre, même en plusieurs morceaux. Oui, c'est ça. Même en plusieurs morceaux. Vraiment un sphinx, quoi. Même en plusieurs morceaux, je pense que... Il renaît toujours de ses cendres. Il faut beaucoup lutter pour remplir son rôle d'abord de parti politique à travers la formation non seulement des cadres mais des militants. Il faut que les militants sachent qu'il existe des statuts par lesquels le parti est géré et fonctionne, pour éviter la persistance de ce fanatisme tout à fait aveugle et aveuglé. Et en ce qui concerne Félix Tshisekedi, je crois que c'est un homme qui est en train de forger son destin, qui avait indéniablement une ambition précise. Mais maintenant, il faut toujours faire attention que lorsque vous avez une ambition, vous devez aussi être sûr que vous travaillez sur vos compétences pour bien remplir cette ambition. Sinon, cette ambition devient un crime, selon Chateaubriand. Une rencontre Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, envisageable? Mais cette rencontre a déjà eu lieu. Cette rencontre, ils se sont déjà rencontrés. À l'église, à Philadelphie. Non. Après les élections, ils se sont déjà rencontrés. Où c'est encore rappelé? Ils se sont rencontrés, je crois,
autour de Monseigneur Ambongo, si mes souvenirs sont bons. Ok, récemment, ok. C'est passé sous silence. Après les élections. Après les élections. Après les élections ou la proclamation, la publication des résultats? Après les élections. Donc après la publication, ils ne se sont pas Après vus. les élections. Donc je crois que une rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu n'est pas du domaine de l'impossible, comme l'était une rencontre entre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. N'oublions pas quand même que ce sont deux acteurs politiques qui d'abord évoluaient ensemble, ce que ne faisaient pas Tshisekedi père et Kabila fils. Ils évoluaient ensemble dans la même plateforme politique, qui se connaissent très bien, qui priaient même, qui fréquentaient même la même église, hein, ce qui fait qu'il y a beaucoup de canaux de communication, et je crois que cela dépend simplement des volontés respectives d'avoir une telle rencontre qui bien sûr doit amener à certaines solutions de ce problème de légitimité qui continue à affecter nos processus électoraux. Merci beaucoup d'avoir été de notre soir. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. Vous suivrez cette émission en rediffusion déjà ce lundi à 11h sur votre chaîne, mais également en boucle sur notre chaîne YouTube, Magazine UHC. Abonnez-vous et laissez-y vos commentaires. On vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept.